Bonsoir à toutes et à tous. C'est la rentrée de votre hebdomadaire. Bienvenue dans 7-8 l'hebdo, le résumé de l'actualité de votre semaine dans les Yvelines. Voici les titres de ce vendredi 11 septembre. Le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, vient d'annoncer un nouveau programme d'investissement pour les collèges avec un objectif, réduire de 40% leur empreinte carbone. Il a également promis l'accès au Pass Plus pour les jeunes Yvelinois. Mutilation envers les chevaux, violence envers les élus, mais aussi un dispositif pour mieux respirer créé par Suez. Voilà ce qui a fait l'actualité cette semaine dans les Yvelines. Après le témoignage de Xavier Quintin, guéri de la Covid-19, Marion Sinali, directrice départementale de l'ARS, reviendra avec nous en fin d'émission sur les 3 jours de dépistage au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'actualité, donc, je vous le disais, ce jeudi 10 septembre était dévoilé au collège Romain Rolland à Sartrouville le nouveau programme d'investissement du département des Yvelines. L'accent est mis sur la réduction de l'empreinte carbone des collèges. Autre annonce, les jeunes Yvelinois auront accès au Pass Plus. Reportage de Marie Pantra et de Patrick Jacques de Dixmude. Rénover ou construire 15 collèges, c'est l'objectif annoncé par le département. Les travaux sont prévus entre 2023 et 2026. Le but, réduire de 40% l'empreinte carbone des collèges. Les 15 collèges choisis sont 15 collèges qui sont des trappes énergétiques et nous allons les reconstruire selon des normes environnementales nouvelles, c'est-à-dire en utilisant des matériaux biosourcés, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire du bois, du chanvre, etc. Le département investit 525 millions d'euros dans le projet. Deuxième annonce, l'accès au Pass Plus pour les jeunes Yvelinois, un service interdépartemental avec les Hauts-de-Seine. Il est accessible aux collégiens et lycéens dès leur entrée en 6e jusqu'à leur majorité. Nous allons consacrer cette année et toutes les années qui viennent 5 millions d'euros pour proposer à 160 000 jeunes ce pass entre 80 et 100 euros qui leur permettra d'adhérer et donc d'avoir les services de 2000 structures sportives ou culturelles dans le département des Yvelines. Seule condition pour avoir accès au pass, être domicilié ou scolarisé dans l'un des 2 départements. 300 000 jeunes sont concernés. Dans l'actualité également, le maire de Rosny-sur-Seine, Pierre-Yves Dumoulin, vient d'instaurer un couvre-feu pour les moins de 15 ans. Il est désormais interdit, et ce jusqu'au 2 novembre, les sorties non accompagnées entre 22h et 6h du matin. Cela fait suite à une augmentation des dégradations et des incivilités. Et ce vendredi 11 septembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que la déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, étaient en visite dans le département. Ils ont assisté à la cérémonie de prise de fonction de Pascale Regnault-Dubois, la nouvelle directrice centrale des CRS. Elle est d'ailleurs la première femme à être nommée à ce poste. Nous y reviendrons lundi dans le 7-8 journal. Revenons maintenant sur ce qui a fait l'actualité de la semaine. Mardi 8 septembre, les mutilations envers les équidés qui se multiplient en France faisaient l'actualité. Les Yvelines n'échappent pas à ce phénomène. Face à cela, propriétaires et forces de l'ordre se mobilisent. Reportage de Marie Pantra et Astrid Bergère. Dans les Yvelines, 5 cas ont été recensés depuis le mois d'avril. Inquiets, les propriétaires d'équidés mettent tout en œuvre pour protéger leurs chevaux et leurs structures d'éventuelles attaques. La partie écurie était déjà sécurisée avec des caméras et aujourd'hui on va essayer de remettre des caméras, de resécuriser la partie prairie, la partie qui est la plus vulnérable au jour d'aujourd'hui. Et en ce moment on a un maître chien, un vigile, une société de gardiennage qui viennent toutes les nuits surveiller les prairies et le poney club. Un dispositif essentiel pour le directeur des écuries mais qui a un coût. C'est un surcoût énorme pour les écuries, mais on veut rassurer nos clients. On a des chevaux de propriétaires, on a les chevaux du Poney Club, des enfants qui viennent toutes les semaines. Il faut que pour la rentrée, ils puissent retrouver tous les poneys qu'ils connaissent. Des groupes Facebook fermés ont aussi été créés. Ils permettent de signaler tout comportement suspect aux abords des centres équestres et des prix. Dans les Yvelines, 2 cavaliers de la garde républicaine ont notamment pour mission de faire de la prévention auprès des équitants. Ils les appellent à ne pas se faire justice eux-mêmes. La solution, c'est plutôt faire le 17 pour vous préserver
de l'agression, faire le 17 et prendre un maximum de renseignements visuellement, prendre une plaque d'immatriculation, ne pas rentrer en contact avec cette personne. Les gendarmes ont multiplié leurs services tournés vers le monde de l'équitation. Nous renforçons le contact auprès des éleveurs, des différents centres équestres, mais aussi des différents équitants afin de leur tenir une conduite à suivre, mais aussi les rassurer au maximum afin d'éviter qu'ils paniquent, quoi qu'il en soit. 15 000 chevaux et 800 propriétaires vivent dans les Yvelines. La gendarmerie les invite à se manifester pour se faire enregistrer dans leur base de données. Mercredi 9 septembre, nous vous rappelions que 91% de la population mondiale respire un air pollué, selon un rapport de l'OMS datant de 2018. C'est dans ce contexte qu'a été lancé à Poissy un dispositif permettant de créer une bulle d'air dans une cour d'école. Reportage de Célia Ngatsongo et de Justine Brasier. Rendre les cours d'école moins polluées, c'est l'objectif de ce dispositif innovant installé depuis une semaine dans la cour de récréation de l'école Victor Hugo à Poissy. Dans le cadre de la journée internationale de l'air pur lundi 7 septembre, la présidente de la région Île-de-France, le maire de la ville et la directrice générale adjointe de Suez sont venus inaugurer cette machine qui permet de créer une bulle d'air pur pour les enfants. Ce dispositif va donc permettre de capter de nombreux polluants, l'équivalent de ce qu'émettent en moyenne 550 véhicules sur un trajet francilien quotidien. Les particules fines, le PM10, PM2,5, PM1, ça va être aussi le dioxyde d'azote, le NO2, et ça va être aussi les composés organiques volatiles, les COV. C'est les polluants principaux qu'on retrouve dans les villes et aussi dans les écoles. En juillet 2020, l'État a été condamné pour son inaction concernant la pollution de l'air. Alors, pour encourager ces projets environnementaux, la région Île-de-France a mis sur la table 500 millions d'euros. Grâce au budget participatif environnemental de la région, toutes les communes qui décideraient de se lancer pour développer ce dispositif pourront déposer des projets et pourront se faire financer ce dispositif. Pour ce premier essai, l'école Victor Hugo, en plein centre de Poissy, n'a pas été choisie au hasard. On est en plein cœur du centre-ville où il y a des milliers de voitures qui traversent la ville, comme les poids lourds, qui n'ont rien à faire ici en matière de circulation, de transit. On a choisi ici parce qu'il y a beaucoup de passages et on veut pouvoir montrer qu'on peut purifier l'air avec des idées qui sont innovantes. Ce premier dispositif test, s'il fonctionne, pourrait se retrouver prochainement dans des gares, dans les métros ou dans des aéroports franciliens. Insultes, menaces et même parfois agressions physiques. Jeudi 10 septembre, nous vous parlions de la violence envers les élus qui augmente en France. Entre janvier et juillet 2020, 233 maires ont subi des violences selon l'Association des maires de France. Un phénomène qui inquiète aussi dans les Yvelines. Reportage. Le 30 août dernier, Samy Damergy, maire de Mantes-la-Ville, est menacé de mort par un tag devant son hôtel de ville. Début juillet, son confrère de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognier, faisait face à la même situation, créant un sentiment d'insécurité grandissant chez les élus yvelinois. Élue maire de Plaisir depuis 2013, Joséphine Colmans-Berger ressent cette augmentation de la violence. Je compatis auprès de mes collègues par rapport à tout ce qu'ils ont pu subir. Moi-même, j'ai eu il y a quelques temps aussi des agressions et aussi j'ai reçu des menaces par écrit. J'ai reçu un caillou sur une jambe. Alors ça n'a pas été gravissime, mais le geste en soi n'est pas acceptable. Il n'y a pas eu vraiment de poursuite par rapport à ça. Il va falloir aussi que la population comprenne que nous ne devons pas être des punching balls, on ne doit pas être là des boucs émissaires de tout ce stress, bien sûr, qui est dans la société. On est là, au contraire, pour les accompagner. Du côté de Lévis-Saint-Non, la première édile, Anne Grignon, le reconnaît. Elle n'a jamais eu à subir cette violence, mais souhaite tout de même plus de sanctions. Toute mesure qui permettra de combattre ce sentiment d'impunité et de rétablir l'autorité du maire sera évidemment la bienvenue. La violence envers les élus est un sujet évidemment extrêmement grave et qu'il faut combattre. On a eu quelques exemples cet été de maires qui avaient été frappés, insultés, etc. et pour lesquels il n'y a eu que de simples rappels à la loi. Donc c'est évidemment absolument inacceptable. Un souhait entendu par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Depuis le 7 septembre, les insultes envers les maires sont désormais qualifiées d'outrage, impliquant la mise en œuvre de travaux d'intérêt général.
Cette semaine, l'actualité, c'est aussi le dépistage géant de la Covid-19 organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous vous en reparlerons dans un instant avec notre invité. Avant cela, le témoignage de Xavier Quintin, directeur des activités de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au plus haut de l'épidémie de Covid-19, les services de réanimation yvelinois ont accueilli jusqu'à 190 patients. Il en a fait partie. Hospitalisation, placé en réanimation, puis transféré. Il est aujourd'hui guéri. Il témoigne auprès de Mélanie Poquet. La première suspicion est vers le 16-18 mars à peu près, où je me sens un petit peu fébrile. Et j'ai réellement de la fièvre à partir du 20 mars. Le 27, les symptômes effectivement se sont aggravés, la fièvre a augmenté, je suis à plus de 39 là, depuis 5 jours quasiment. Et je suis par ailleurs en contact avec une infirmière pour un autre souci, et c'est elle concrètement qui va me dire d'appeler le 15. Je pense que moi, et ça c'est je pense important de le dire, qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas encore fait. Je monte assez rapidement après être passé par le box de déchocage d'urgence. Je passe donc en chambre à l'étage relativement rapidement. Je suis agréablement surpris, je me rappelle de cette sensation. Et puis après, c'est un petit peu le trou noir, je dirais, puisque mon état va s'aggraver. Alors je monte en chambre, j'estime vers minuit à peu près. À 5 h du matin, mon état s'aggrave fortement, très fortement et très soudainement, comme d'ailleurs dans la plupart des cas d'aggravation. Donc je suis placé en réanimation, effectivement, sans en être conscient. J'y reste jusqu'au 1er avril, et le 1er avril, la décision est prise de m'envoyer à Rennes par TGV. Oui, je vais commencer à reprendre conscience, en fait, au moment où je vais être extubé. L'extubation, elle intervient le 7 avril, donc au bout d'une dizaine de jours. Des problèmes de concentration, d'attention et de mémorisation. Et ça, en discutant avec les médecins par la suite, j'ai su que c'était un des éléments qui était assez fréquent chez les malades atteints du Covid, et notamment, je dirais, de façon assez sévère. La deuxième séquelle, c'est un problème d'articulation. Donc à l'épaule gauche, notamment, tout le bras gauche, j'ai des problèmes d'amplitude. Je ne peux pas faire tous les gestes que je faisais avant. Et la troisième séquelle, c'est une belle cicatrice, là, en fait, due à l'intubation, un petit peu avant mon transfert et jusqu'à mon réveil à Rennes. Pas outre mesure inquiet sur l'avenir. Maintenant, je me protège, même si effectivement je fais partie des personnes qui, pour l'instant, sont très peu susceptibles d'être contaminées, mais il n'est pas exclu qu'à terme, je puisse l'être. Notre invitée de la semaine est Marion Sinali, directrice départementale de l'Agence régionale de santé de l'ARS des Yvelines. Marion Sinali, bonsoir et bienvenue. Parmi les différentes opérations que vous avez pilotées donc avec l'ARS, je rappelle que vous êtes directrice départementale de l'ARS dans les Yvelines. En début de semaine, un dépistage géant de la Covid-19 était organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Sur 3 jours, à destination des entreprises, une opération assez inédite, voire unique en France. Quel est ce bilan de ces 3 jours, justement? Est-ce que vous pouvez m'en faire le bilan? 3 jours intensifs en plus, j'imagine. Oui, tout à fait. On a organisé cette manifestation, ce dispositif à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin qui nous avait sollicité durant la crise, mais on n'avait pas pu le faire. Et donc là, comme on déploie ces opérations de dépistage dans l'ensemble de la région et notamment dans les Yvelines, puisque ça correspond à la 16e opération qu'on lance, mais pas d'envergure si grande, on a proposé à l'agglomération de Saint-Quentin de pouvoir le faire à destination des salariés des entreprises. Et donc, on a eu effectivement pas mal de passages. On a enregistré un passage à peu près de entre 1500 et 1600 personnes qui sont venues se faire dépister sur les 3 jours.
Et donc, c'était vraiment donc, à destination des entreprises, comme vous me disiez. Est-ce qu'il y a eu uniquement des salariés, des patrons, des PME, des TPE, des grandes entreprises qui sont venus se faire dépister? Donc, c'était effectivement au départ à destination des salariés des entreprises, mais également on avait une file pour les patients prioritaires, puisqu'on sait que là, il y a une grande difficulté en ce moment d'accès aux tests. Donc, on avait une file spécifique pour les patients prioritaires symptomatiques, avec des ordonnances ou bien des cas contacts de cas positifs et qui auraient eu le petit SMS de l'assurance maladie qui leur demande de venir se faire dépister. Et donc, on a accueilli ces gens-là aussi. On a fait passer les messages à la fois via l'agglo et les mairies les 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines pour que ces patients puissent être pris en priorité. Donc, c'était pour les salariés des entreprises, des collectivités locales de l'agglo de Saint-Quentin et pour la population générale. D'accord, donc vraiment assez complet sur le public que vous avez accueilli. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir au vu du nombre d'augmentation de cas positifs de le département, mais également en France? Alors au niveau de la région Île-de-France, on le sait maintenant, ça fait plus de 15 jours qu'on a dépassé les seuils d'alerte et qu'on a été classé en niveau rouge par Santé publique France. Pour ce qui concerne les Yvelines, ça fait 10 jours qu'on a dépassé les seuils d'alerte, à la fois sur le niveau d'incidence, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 58 pour 100 000 habitants en termes d'incidence, et à la fois sur le taux de positivité, on est à 5,9 aujourd'hui. Donc oui, il y a une circulation très active du virus en Île-de-France, dans les Yvelines aussi, même si c'est un département où le virus circule moins que dans d'autres départements franciliens, notamment Paris, la Petite Couronne. Mais ceci étant, ça circule. Et c'est vrai que sur ces opérations de dépistage qu'on mène, on constate aussi une positivité plus importante. J'imagine en corrélation forcément avec l'augmentation du nombre de tests, ce nombre d'augmentation de cas positifs. Est-ce que c'est parce qu'on teste plus aussi aujourd'hui? Alors, il y a une raison, oui, c'est parce qu'on teste plus. Mais ceci étant, on constate que le taux de positivité augmente nettement plus vite que le taux de dépistage supplémentaire. Donc c'est pas complètement mathématiquement, on peut pas s'y retrouver. Certes, on dépiste plus, donc on trouve plus de positivité, mais il y a aussi quand même beaucoup plus de cas positifs. Ça veut dire que le virus circule beaucoup plus. Très bien, beaucoup de chiffres. Alors bon, faut-il s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement de ces augmentations? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement réduire les gestes barrières. Est-ce que vous avez des conseils justement? Surtout, il faut maintenir les gestes barrières, le port du masque évidemment, veiller toujours à garder une distanciation et puis se laver les mains, respecter aussi la distanciation même entre amis, en famille, c'est important parce que on voit que voilà, ce virus circule et que les cas aujourd'hui, les taux d'incidence qui sont le plus importants aujourd'hui, c'est surtout dans la tranche d'âge des 20-39 ans, parce que ce sont évidemment la tranche de la population qui voit le plus de monde, qui côtoie le plus de monde, qui a envie de sortir, de voir de la famille, etc. Et c'est là que le virus circule le plus. Donc il faut vraiment être vigilant. D'accord. Et pour en revenir à ce dépistage sur les 3 jours au Vélodrome national de Saint-Quentin, est-ce que vous avez eu des retours sur les retards justement de résultats, de communication des résultats envers les salariés et les gens qui se sont fait dépister? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de retard sur cette opération en tant que telle. On s'était engagé à des résultats en 24 à 48 heures. Les engagements sont tenus, les salariés ont leurs résultats, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est vrai qu'on a accueilli des gens, on a proposé à des gens qui ne trouvaient pas de rendez-vous en ville, qui n'avaient rien à voir avec l'opération, de pouvoir venir se faire dépister pour qu'ils puissent être pris en charge rapidement. D'accord. Et quels sont les prochains dépistages, justement, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de se faire dépister, ou la chance, ou en tout cas l'occasion de se faire dépister? Quels sont les prochains dépistages prévus dans le département? Alors, on a 4 dates la semaine prochaine. Mardi 15, si je ne me trompe pas, on sera à Chevreuse. Mercredi 16, on sera à Vilaine-sur-Seine. Jeudi 17 à Épône et vendredi 18 à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, ces dépistages sont ouverts au public, à tout le monde? Exactement, au public, à tout le monde. On est sur la place de la mairie. Enfin, il y a des adresses spécifiques et tout peut être, tout sera disponible sur le site de l'agence. Donc, il y aura toutes les informations. Et puis, les mairies communiquent évidemment. Donc, c'est destiné à tout le monde avec 2 files, toujours une file prioritaire et une file pour les personnes qui veulent venir se faire dépister mais qui n'ont pas forcément de symptômes. Eh bien, merci beaucoup Marion Sinali d'avoir été avec nous aujourd'hui.
aujourd'hui dans ce premier 7-8 l'hebdo de la saison. Et pour justement, juste avant de refermer ce 7-8 l'hebdo, direction les vignes de Davron. Les fondateurs du domaine de la Bouches-du-Roi ont présenté ce mercredi 9 septembre le premier millésime de leur histoire à leurs partenaires et notamment au conseil départemental. Un reportage de Michael Elmidoro. À Davron, les stars du jour sont ces bouteilles. Le millésime 2019 du domaine La Bouches-du-Roi a été présenté ce mercredi 9 septembre dans les vignes yvelinoises. Ce vin blanc et rouge est issu de la première plantation de 2017 de 3 hectares soutenue par le conseil départemental des Yvelines. Le premier millésime, il a une couleur particulière puisque c'est celui qui arrive après 3 ans de travail, puisque la vigne met 3 ans à produire. Et donc surtout, on est très heureux d'avoir vu dans les cuves se révéler vraiment le goût du terroir et faire ces vins qui vont avoir le goût du lieu où ils sont produits. C'était très excitant puisqu'on a suivi ces cuves, on a planté ces cépages en fonction du terroir qui est ici. La dégustation organisée ce jour-là a permis de tester le niveau de ces premières vendanges qui se sont déroulées sur le site yvelinois du 22 septembre au 7 octobre 2019. Le millésime 2019 s'est très bien passé, on a eu une très belle maturité et surtout on présente pour la première fois la typicité et la singularité de ces cépages sur ce terroir qui n'a pas vu de vigne depuis très longtemps et qui permet d'avoir des vins singuliers, équilibrés avec une grande pureté aromatique. Ces bouteilles de vin sont vendues via le site de la Bouches-du-Roi. Elles seront également distribuées aux partenaires locaux des alentours. En parallèle, le domaine propose toujours des visites de ces vignes au grand public jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est déjà la fin de votre 7-8 l'hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité de la semaine. Avant cela, retrouvez l'information lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Vous pourrez revoir également cette émission en replay sur notre site internet tv78.com ou sur notre application mobile TV78. Jusqu'ici, je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine.